Vous vous demandez comment on peut analyser des images, comment un ordinateur peut reconnaître un objet dans une foule ou bien une posture ou un masque. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode de la robe numérique d'étudier la solution de Data Calab en recevant à mon micro Xavier Fischer, qui est directeur général. Bonjour Xavier et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de la robe numérique. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs? Bonjour Oriana, merci beaucoup de m'accueillir. Donc, je m'appelle Xavier Fischer et j'ai créé Datacalab il y a 4 ans maintenant avec mon frère et un troisième associé dans le but de développer un produit qui respecte le RGPD et qui permette d'analyser des images, comme vous l'avez dit. Le traitement automatique des images, ça permet d'automatiser des tâches comme compter des gens dans une rue, analyser la fréquentation dans les transports, analyser la propreté dans une ville. On va y revenir, mais plein d'activités qui peuvent être faites via des caméras. Et tout le sujet, et ce dont on va parler, c'est que traiter des images ça crée un enjeu éthique fort qui est qu'on a des images sur les gens. Et donc tous les produits que nous avons développés, nous les avons développés pour ne pas stocker ces images et garder uniquement des informations statistiques. C'est ça Datacalab. Alors, c'est assez rare que mon invité, dans la première minute, prononce le terme RGPD. Alors, du coup, ma première question, c'est pourquoi cet enjeu éthique était fondamental pour vous? En fait, avant de créer Datacalab, je travaillais en tant que product manager aux États-Unis pour une entreprise qui s'est fait racheter par Apple en 2016 et qui s'appelait Emotion. Et en fait, on faisait du traitement d'images, on traitait automatiquement des flux vidéo pour faire plein de choses. Et il n'y avait pas du tout de question de gestion et de traitement de données personnelles. Et à ce moment-là, le RGPD arrivait et on s'est assez vite rendu compte avec mon frère que développer des outils qui respectent certaines règles en termes de vie privée allait être essentiel et nécessaire pour pouvoir en fait répondre aux enjeux soulevés par le RGPD, parce que le RGPD amenait pas mal de contraintes, et donc il fallait repenser très fondamentalement la technique pour traiter les images, pour faire de l'intelligence artificielle, du machine learning, qui sont des technologies qui sont derrière tout ça. Alors, si on retourne à l'outil, est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution d'analyse de l'image par ordinateur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Bien sûr. Donc en fait, le sujet initial, c'est qu'il y a de plus en plus de caméras partout et qu'elles sont sous-exploitées parce que une personne qui regarde sans écran en même temps ne peut pas voir ce qui s'y passe. Et donc, la moitié des tâches qui doivent être faites sur ces écrans-là sont des tâches assez simples et bêtes, comme du comptage par exemple. Sauf que compter sur 100 écrans différents, ça nécessite à peu près 100 personnes. Et donc, il n'y a pas de logique économique pour faire cela. Et donc l'analyse de l'image, dans l'exemple que je viens de donner, par exemple, consiste à traiter automatiquement des images pour en extraire l'information que l'on cherche à avoir. Dans ce cas-là, le nombre de personnes. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à une machine à détecter à quoi ressemble le corps humain. Donc, une personne a détecté le nombre de silhouettes et ensuite à les compter. Et un peu de la même manière que lorsque vous allez dans un concert et qu'il y a quelqu'un avec un clicker qui compte le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de l'événement, bah, nos algorithmes vont être capables de dire il y a 712 personnes qui sont passées entre 10h10 et 10h15 à Châtelet-Léal un lundi matin. Tout ça dans le but d'automatiser un travail qui ne peut pas être fait par l'homme parce qu'il n'y a pas de logique à employer des gens pour compter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les flux de trafic dans les villes, dans les transports ou dans les centres commerciaux. Alors, vous dites qu'il n'y a pas de logique à employer des gens. En revanche, quelle est la logique de compter les populations ou de compter ces flux de voitures, de vélos, de personnes, de motos quelles sont les, hum, les raisons pour lesquelles vos clients en fait font appel à vous? Si on prend le comptage par exemple, prenons l'exemple d'une ville. On va être capable de voir à quel endroit dans une ville il y a plus ou moins de monde. Ça va pouvoir permettre de gérer le trafic, donc la gestion des feux rouges, etc. pour les mobilités. On va pouvoir voir la typologie de personnes, donc est-ce que ce sont des piétons, est-ce que ce sont des voitures, est-ce que ce sont des vélos, ce qui va permettre à moyen terme de mieux gérer la mobilité dans les villes. Dans un bus, on va être capable de détecter la densité pour voir en temps réel s'il y a plus ou moins de monde, ce qui va permettre d'informer les voyageurs demain si le bus qu'ils attendent dans 12 minutes est déjà plein ou pas. Et ça va permettre à l'acteur de transport de mettre des bus en plus quand il y en aura besoin. Ça va permettre de gérer dans le métro les flux aux heures de pointe pour identifier les heures de pointe et permettre aux différents acteurs des transports de mieux réguler le trafic. Et ça, ce n'est que pour le comptage. Les algorithmes peuvent détecter beaucoup d'autres choses. Par exemple, on est capable de détecter la propreté pour voir à quel endroit est-ce qu'une rue est plus ou moins propre. Ça commence à permettre à optimiser le passage de la voirie.
on peut détecter, et bon, c'était un sujet un peu compliqué, mais le taux de port de masque. Vous savez, au début du Covid, il y a eu de gros sujets sur l'approvisionnement en masques. On n'avait pas assez de masques en France et en Europe. Et donc la question numéro 2 qui se posait une fois qu'on recevait des masques, c'était comment est-ce qu'on les distribue à la bonne population. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des algorithmes qui permettent de compter le taux de port de masque. Et par exemple, en travaillant avec la municipalité de Cannes et donc David Lisnard, qui est le maire de la ville de Cannes, on a été capable dès avril 2020 de détecter qu'il y avait plus de masques à 8 heures le matin sur les marchés qu'à 11h30 pour pouvoir lancer des distributions de masques en fin de marché. Tout ça avec une solution technique qui respecte en fait la vie privée dans le sens où on ne cherche pas à savoir qui est qui. Et tout mon propos aujourd'hui, c'est d'expliquer que la technologie, on s'en fiche un peu. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. Et donc nous, on a pensé, on est une équipe d'ingénieurs, et on a vraiment réfléchi à ne jamais stocker les images. Donc pour vous donner 2-3 exemples, si vous passez 2 fois devant l'une des caméras qui est installée via notre dispositif, vous allez être compté comme 2 personnes différentes. C'est vraiment la différence entre une statistique et un fichier. On ne cherche pas à savoir qui est qui. Et typiquement, l'image que l'on traite, on la traite en moins de 100 millisecondes sans jamais l'envoyer sur Internet. On fait appel à un procédé qui s'appelle du edge computing. Ça veut dire qu'on traite l'information en local, depuis la caméra, depuis l'endroit où cette information est captée. Comme ça, en moins de 100 millisecondes, l'information qu'on envoie sur Internet, ce n'est pas l'image, parce qu'en fait, sur Internet, on sait tous que tout peut être à peu près hacké. Donc, dire qu'on sécurise quelque chose sur Internet, c'est pas simple. Et donc, on a pris le parti de traiter l'info depuis le capteur pour n'envoyer sur Internet que des informations statistiques. Par exemple, un pourcentage de gens qui portent un masque ou non, un nombre de personnes, mais jamais l'identité, bien sûr, de la personne qui ne porte pas son masque. En plus de ça, l'information, on la remonte toutes les 20 minutes et toutes les 100 personnes minimum, pour être certain que si, par exemple, pour reprendre l'exemple du masque, quelqu'un ne porte pas son masque, la data qu'on va remonter ne va pas permettre de verbaliser. C'est pas du tout dans un outil de répression qu'on a créé le système, et j'insiste là-dessus, vous avez dit en introduction que c'était assez bizarre qu'un de vos invités parle de RGPD en introduction, mais le problème c'est qu'aujourd'hui en France et en Europe, enfin c'est pas un problème en soi, mais l'analyse d'image souffre d'un problème d'image. C'est assimilé à de la reconnaissance faciale dès le démarrage, parce qu'on a vu ce qui a pu être fait en Asie, en Israël ou aux États-Unis par exemple. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à expliquer que la technologie, lorsqu'elle est bien contrôlée et bien utilisée, elle peut répondre à des problèmes concrets. Je vais vous donner un autre exemple, les centres commerciaux. Aujourd'hui, Amazon, quand il y a plus de clients sur leur site, bah, ils déploient d'autres serveurs automatiquement et en temps réel. Ce qui fait que l'offre pour les clients, elle est toujours bien. Il n'y a pas de temps d'attente sur le site et le site est toujours là. Prenez l'exemple d'un centre commercial. Imaginez qu'il y a 3 fois plus de monde un samedi matin. Bah, en fait, le centre commercial a peu de moyens de savoir quelle est en temps réel l'affluence dans son centre. Et donc on est capable de donner cette information en temps réel, minute après minute, de façon à pouvoir, par exemple, mettre plus de vendeurs, plus de caissiers, plus d'agents pour aider les clients dans leur parcours d'achat, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir collecter cette data qui est déjà présente sur Internet, dans le monde physique, dans la vraie vie, tout en garantissant fortement le respect de la vie privée. Aujourd'hui, vous dites que donc il y a une remontée toutes les 20 minutes auprès des clients. Ça se matérialise comment? En fait, ils ont 3 façons d'accéder à la donnée. Soit ils ont des rapports PDF qui leur sont envoyés par exemple une fois par jour, où ils vont avoir le nombre de visiteurs, le pourcentage de gens qui portaient un masque. On peut même aller détecter le pourcentage d'hommes versus le pourcentage de femmes via nos algorithmes, les trajectoires, et donc ils vont avoir des rapports en fait sur l'état de leur endroit. Donc ça peut être des réseaux de transport, des centres commerciaux, des villes. Deuxième façon d'utiliser la donnée, c'est un dashboard dans lequel vous allez pouvoir en fait regarder les chiffres qui évoluent en temps réel et faire des requêtes pour voir en fait les graphes qui vous intéressent. La troisième façon d'accéder à nos données, c'est un peu le standard dans le monde informatique, c'est nous stockons les données dans une base de données de stockage et on met à disposition une API pour permettre à nos clients de venir chercher la donnée qui est la leur et de l'utiliser comme bon leur semble. Alors ça, c'était ma question d'après. C'est quand j'ai un outil déjà qui me permet d'analyser un certain nombre de flux. Je pense notamment aux collectivités territoriales qui sont de plus en plus connectées à un certain nombre de solutions. Comment je pouvais interfacer votre solution avec des solutions déjà existantes? Vous venez un petit peu de répondre. Est-ce que vous pouvez préciser? Bien sûr. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les caméras qui vont être utilisées par notre système sont généralement les caméras qui sont installées par les villes. Qui dit traitement d'image dit qu'on n'a pas du tout le droit de connecter ça à Internet. Donc on va mettre un serveur
dans les data centers ou dans le CSU de la ville pour que l'information soit traitée en local depuis le réseau informatique piloté par le RSSI de la ville. Nous, on n'a accès à rien en fait. On met vraiment à disposition le serveur équipé de notre logiciel. Et ensuite, ce serveur-là va remonter la data dans le format que notre client souhaite pour qu'il puisse l'utiliser. Donc typiquement, ça va être réinjecté directement dans les solutions des acteurs des villes. Donc ça peut être pour la propreté, pour la sécurité. Vous voyez ça comme vous voulez après, quoi. Et aujourd'hui, vous avez autant de clients publics que privés. Quelles sont les organisations, en tout cas, qui sont le plus en attente, en demande, sinon de solutions comme la vôtre? On a beaucoup travaillé dans le secteur des transports sur les 2 dernières années, de par le fait qu'il y avait beaucoup de volatilité en fonction des diverses restrictions liées au Covid. Il y avait beaucoup de questions aussi au niveau du port de masque, donc on a travaillé pour la plupart des acteurs de transport connus, donc la RATP et tous les autres, et dans différentes autres régions. On travaille avec des centres commerciaux pour gérer ce que je vous disais tout à l'heure, donc typiquement l'affluence, mieux gérer les baux commerciaux. Vous savez, aujourd'hui encore, sur Internet, on peut faire de la publicité ou acheter de l'audience à la vue. Dans un centre commercial, le loyer aujourd'hui, il est mensuel et on n'a pas une vue garantie. On est capable de dire à la marque Y qu'elle a 2200 personnes qui sont passées le lundi 14. Ça va permettre demain de redynamiser et de rendre le monde physique un peu plus dynamique, ce qui va permettre de recréer de la compétition. Après, dans la ville en général, on travaille aussi avec certaines municipalités pour mieux gérer tous les enjeux de densité, d'attroupement, d'événements anormaux, pour remonter cette information le plus rapidement possible, de façon à prendre des actions diverses et variées. Est-ce que ça peut s'installer sur n'importe quel type de caméra? Oui, après, on a des conditions qui sont liées à l'image. Typiquement, vous savez, le problème avec les caméras, c'est que chaque caméra est différente. Elle a été installée dans une année différente, la luminosité est différente, et donc en fonction de tous ces paramètres-là, l'algorithme va plus ou moins bien marcher. Mais on a toute une brique, nous, automatisée bien sûr, qui permet en fait d'adapter notre algorithme à la caméra en question. Donc aujourd'hui, on a besoin, pour rentrer dans de la technique, d'environ 48 par 48 pixels pour détecter une personne. Au-dessus de ça, tout se passe bien. D'accord. Donc c'est plutôt des critères de qualité d'image et de définition, en fait. Exactement. Après, il y a des questions réseau aussi, mais ça, c'est plus dans l'infrastructure de notre client qu'il va falloir réfléchir ensuite, quoi. Ok. Euh, je vais revenir un peu à ce que vous disiez au début sur l'éthique et le développement privacy by design de la solution. Aujourd'hui, vous observez encore des freins à l'adoption de ces solutions en raison du cadre légal, je vais dire, spécifique ou absent, en tout cas. Vous avez des DPO en face de vous, vous leur dites quoi? C'est pas qu'on observe des freins, c'est qu'il n'y a pas de cadre légal, effectivement. En fait, on est un peu dans le même bateau que la CNIL et que tous les acteurs aujourd'hui commerciaux sur ce sujet. En fait, il n'y a pas de cadre légal. Le RGPD n'a pas été pensé pour l'analyse d'image. Quand vous regardez, par exemple, il y a des parties du RGPD comme le droit d'opposition, par exemple, qui ont été pensées pour tout ce qui est online. Donc, par exemple, on peut s'opposer et dire je refuse à être traqué sur un site. Et quand je reviens demain sur le même site, on saura que c'est vous et donc on ne vous repose pas la question. Dans la vraie vie, quand on crée un système comme le nôtre, qui ne sait pas qui est qui, vous passez devant la caméra 1 à la RATP, par exemple, à la station Châtelet-Léal, et il y a une deuxième caméra 100 mètres plus loin. Vu qu'on ne sait pas qui est qui, quand vous passez devant la deuxième caméra, il faudrait vous réopposer une deuxième fois pour ne pas être pris en compte par le système. Alors qu'en fait, le système ne sait pas qui est qui, et que si n'importe qui m'écrit en me disant supprime les données qui me concernent parce que je suis passé à Châtelet à 14h, je n'ai aucune idée de qui est qui, parce que la personne, je l'ai comptée pour 1 ou 0, et port du masque et pas port de masque, ou trajectoire de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc en fait, tout le sujet, c'est que aujourd'hui, le RGPD est pensé de la façon suivante. Quand on traite des images, l'image est considérée comme une donnée personnelle quand on voit quelqu'un. Sauf que nous, l'image n'est vue par personne dans notre système. Et elle est supprimée en moins de 100 millisecondes. Mais le fait de traiter des images fait qu'on tombe dans le RGPD, et le fait d'être dans le RGPD et dans l'intérêt légitime ou l'intérêt public fait qu'on a la nécessité de garantir ce droit d'opposition à part dans certains cas. Et donc aujourd'hui, on souffre du fait que la loi n'est pas adaptée à ce qui doit être traité, parce que quand on veut déployer dans ces réseaux de transport, quand on veut déployer dans les centres commerciaux, on fait nos analyses d'impact,
La CNIL, aujourd'hui, avec qui on a beaucoup travaillé, nous dit que ce qu'on fait est bien et que ce qu'on fait est légal. D'ailleurs, ils ont fait une consultation publique et ils ont mis en ligne un projet de position début janvier dans lequel ils font référence à l'analyse statistique. On a beaucoup travaillé avec eux là-dessus pour justement essayer de bien penser ces normes-là. Mais aujourd'hui, les DPO ne sont pas formés et même eux ne savent pas si la CNIL autorise pas, parce que en fait, le changement avant RGPD, après RGPD a fait que on était avant sur un système où il fallait envoyer et avoir l'autorisation de la CNIL. Maintenant, on est sur un système où il faut faire son analyse d'impact et si on se rend compte que c'est bien, ben, on peut le mettre en place et la CNIL viendra contrôler s'ils ont envie. Sauf que là, en fait, les DPO sont complètement coincés parce que on souffre du fait qu'il y a eu le changement avant RGPD, après RGPD, et en plus de ça, que la CNIL ne communique pas forcément sur les solutions et les usages qui sont réellement validés. Et donc nous, entreprises qui travaillons avec la CNIL depuis 2 ans, depuis mars 2020, bah, on n'est toujours pas légal au sens des DPO français. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a aucun document qui l'atteste, alors que nous savons, de par nos communications avec la CNIL, que nos produits sont développés dans le Privacy by Design et que nous traitons des informations statistiques. Et tout le sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est très dur d'incarner de la souveraineté, ce qu'on cherche à faire depuis la création d'entreprise, parce que on ne peut pas vendre nos solutions qui sont bien plus légales que tout ce qui existe sur le marché. Et que ce marché de l'analyse d'image est trusté par des entreprises asiatiques ou américaines qui arrivent avec des armées de juristes qui disent on est légaux, on est légaux, on est légaux, sauf qu'ils sont complètement illégaux. Et donc, il faut vraiment que ce sujet soit légiféré. Le problème, c'est que on est à l'heure où on se parle fin février, début mars, on va rentrer en élection présidentielle, donc rien ne va bouger en 2022, et les temps sont longs, et le problème c'est que bah oui, quand on rentre sur des sujets dans lesquels le cadre légal n'est pas adapté au sujet dont on parle, il faut s'accrocher. Alors, j'entends ce que vous dites sur de toute façon la position de la CNIL, que ce soit sur ce sujet ou un autre, elle a plus vocation à valider un traitement, elle a vocation à venir contrôler a posteriori. Donc, je dirais que l'analyse nécessaire dans votre situation ou dans celle d'un autre projet pour le DPO, elle est la même. Il faut réaliser l'analyse d'impact. En revanche, ce que vous soulevez, c'est intéressant parce que vous dites finalement le manque de visibilité juridique que vous n'êtes pas les seuls à avoir, enfin c'est pas le seul secteur à en souffrir, fait que finalement ça rend frileux les organismes en fait. Exactement. En fait, moi, pour vous dire, c'est moi qui suis allé voir la CNIL en avril-mai 2020 parce que on a sorti des algorithmes pour détecter le taux de port de masque. Ça a été fortement médiatisé et on n'avait rien à cacher. Donc, on s'est dit, bon, bah, allons voir la CNIL pour se faire valider. Sauf que ça a pris du temps parce que à ce moment-là, la CNIL nous a dit, c'est super ce que vous faites, mais c'est effectivement un peu illégal, quoi, parce que le droit d'opposition, vous pouvez pas le garantir parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Mais ce que vous faites est quand même bien. Et donc on a dû en fait arrêter nos analyses en juillet lorsque la CNIL nous a dit ça. Et finalement, on a été soutenu par le gouvernement et plus précisément Jean-Baptiste Djebbari, qui est le ministre des Transports, qui a sorti un décret le 11 mars 2021 pour valider l'analyse statistique via des caméras déjà existantes dans les réseaux de transport quand on suit un peu les processus qu'on avait mis en place. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, bien entendu que les DPO aujourd'hui savent qu'ils doivent faire leur analyse d'impact et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un avis de la CNIL, sauf que sur des sujets comme ça, où la CNIL a déjà communiqué 2-3 fois en juin, juillet 2020 pour attirer l'attention des DPO sur le fait que la vidéo intelligente n'est pas encore régulée, etc. Quand le DPO fait sa recherche Google en mars 22 pour essayer de voir un peu quels sont les précédents, il tombe sur ces communications de la CNIL qui ont 2 ans d'âge. Et nous, dans les différentes communications qu'on a eues avec la CNIL en fin 2021, tout début 2022, et où on a compris qu'on était légal et où on nous a dit que nos analyses d'impact étaient bien, bah en fait, le sujet, c'est qu'il n'y a pas de trace de ça. Et donc, comment le DPO peut-il faire pour déployer alors que les seules traces qui sont présentes sont négatives aujourd'hui? Je comprends. Je comprends. Bon, ça, après, c'est des sujets qui sont. Je vous rejoins sur le fait que par rapport au timing, là, on est. Enfin, c'est pas en votre faveur. Le Bah, timing présidentiel, élection politique, elle est clairement pas en la faveur du fait que ces sujets bougent. Clairement pas.
Exactement. Et en fait, si vous voulez, tout le sujet, c'est que nous, quand on a échangé avec la CNIL et qu'ils nous ont dit non, mais ce que vous faites paraît bien. Si vous voulez, moi, je suis ingénieur de formation, mais je peux vous dire que c'est l'article 254-1 du Code de sécurité intérieure et l'article 116 de la loi informatique et liberté. Je connais tout par cœur. Ça m'a obsédé de ne pas comprendre pourquoi on était légaux ou pas légaux. Donc, ils nous ont dit que ça leur semblait bien et qu'on allait pouvoir redéployer nos dispositifs. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je suis jugé parti. Donc quand je vais voir un DPO et un client, d'ailleurs je dois faire ça dans 1 heure juste après notre conf call, ben, je dois leur expliquer que on a été en quelque sorte validé et que ce qu'on fait est bien et que les hautes instances des données personnelles nous ont dit que ce qu'on faisait était déployable. Sauf que il nous manque quelque chose, un label pour garantir ce qu'on dit. Parce que pour DataCalab qui dit que ce qu'ils font est bien, bah en fait, il y en a 50 autres sur le marché qui vont dire oui, oui, on est validé par la CNIL, on est validé par la CNIL. Et en fait, personne n'est vraiment validé par la CNIL. Et donc, c'est très dur en termes de compétitivité d'arriver à faire la différence. Moi, ça fait 2 ans que j'ai investi 80% de mon temps pour essayer de me faire entendre juridiquement et où j'ai arrêté de faire de la technique et de faire avancer mon produit ou du commercial. Et je pensais que dès lors que la CNIL nous aurait dit ça, ça serait le Graal et on pourrait déployer de façon massive. C'est pas encore le cas, ça commence. Mais le fait est que et on souffre du fait que ce système DPO, non nécessité de consulter la CNIL et recherche d'antériorité, en fait, soit pas hyper optimal quand on est sur des sujets naissants parce que il n'y a pas de communication lorsque c'est positif. Bon, écoutez, on a entendu. J'espère que si quelqu'un, la CNIL, nous entend, peut-être que ça fera avancer un peu le sujet, au moins pour une publication. Euh, à quoi on arrive un peu à la fin du podcast. J'ai quand même une dernière question par rapport à votre réseau, par rapport à voilà comment on peut rentrer en contact avec vous pour déployer votre solution. Est-ce que vous avez un système de réseau? Vous êtes en distribution directe? Comment ça se passe? On a les deux, en fait. Si vous voulez, on est une entreprise très technique. Je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise américaine qui s'est fait racheter par Apple. C'était le deuxième meilleur laboratoire dans le monde sur les sujets d'analyse vidéo et images. Ils étaient battus par 2 Français qui étaient chercheurs en France. Et en fait, on s'est associé avec ces gens-là pour créer notre R&D. Donc, on est très fort, si je puis dire, en termes de technique pure. Et donc, oui, on a mis en place des réseaux de distribution pour tous les sujets que j'ai mentionnés. Donc, on fait soit du direct, soit de la distribution, mais on a tendance à aller de plus en plus dans de la distribution parce que ça nous permet de ne pas investir autant qu'il faudrait dans les forces commerciales. C'est une stratégie, en effet. On arrive à la fin du podcast. Mes 2 dernières questions qui sont classiques. À quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui? J'ai pas envie de dire non à moi-même dans le fait que je suis un peu résigné face à cette bataille pour essayer d'incarner un truc un peu souverain. Et j'ai envie de continuer à essayer de me battre pour faire bouger les choses, mais c'est un peu dur parce qu'on se sent seul et que le système est assez désincarné et que, bah oui, on dit qu'on veut être la Startup Nation, qu'on veut pousser des choses, etc. Mais c'est très compliqué parce que le principe de précaution est très antithétique avec la volonté d'avancer fort et vite pour faire bouger les choses. Alors ça, c'est un enjeu un peu culturel. Le podcast est né sur la question de la souveraineté et c'est aussi un enjeu culturel, un peu notre aversion au risque. C'est-à-dire, on veut bien prendre des risques, mais il faut qu'ils soient tous calculés. Enfin, c'est ce qui devient un peu antinomique avec l'entrepreneuriat pur, etc. Je vous rejoins là-dessus. Et donc, pour finir avec une note positive, à quoi avez-vous envie de dire oui? Bah, là après, en sachant que le podcast il est tourné 4 jours après la guerre en Russie-Ukraine à la paix, Ok. il n'y aurait pas beaucoup d'autres questions simples comme ça, mais c'est la chose qui me semble la plus importante en ce moment. Bah écoutez, merci beaucoup et merci d'être venu au micro de la robe numérique. J'espère qu'on aura des nouvelles de vous rapidement et des communications de la CNIL, voilà. Peut-être même un livre blanc, ce serait intéressant avec la CNIL, ce serait bien sur l'analyse d'images. Je pense que tout le secteur et toutes les entreprises seraient intéressées sur ce sujet parce que on a beaucoup de questions aussi par les collectivités territoriales sur ces questions. Ah ouais, non, mais je crois que la CNIL l'a publié assez récemment d'ailleurs, que c'est un des gros sujets qu'ils vont traiter dans les prochains mois là. Là, Oui, je crois qu'ils sont. c'était en effet dans sa liste de courses.
Exactement. Merci en tout cas Xavier d'être venu au micro de la Rome numérique et à très bientôt. Merci à vous, bonne journée.